Bonjour les enfants, bonjour Oscar, bonjour Augustin, bonjour Jean. Vous êtes prêts pour la suite de l'histoire? Aujourd'hui, on va voir ce qui se passe pour Frédéric, Madame Bartolotti, parce qu'ils viennent de recevoir une lettre leur demandant, et demandant en particulier à Madame Bartolotti, de rendre Frédéric à l'usine, car l'usine s'est trompée de destinataire en livrant la boîte de conserve avec Frédéric dedans à Madame Bartolotti. On en est là, et je reprends ma lecture. Moi, je me demande bien ce qui va se passer. On en était à Frédéric qui avait dit « Mais tu es une bonne mère, tu es une bonne mère !» Vous voyez, s'écria Sophie, c'est quand même lui le principal intéressé. Madame Bartolotti renifla et se moucha pour la 3e fois. Puis elle sanglota un peu, derrière son mouchoir avant de déclarer « Mais Frédéric, peut-être aurais-tu la chance d'atterrir chez une mère qui te donnerait des vitamines et te chanterait des chansons pour enfants. Une qui saurait ce que c'est qu'une racine carrée et qui aurait un vrai mari et te fournirait un vrai père. » Frédéric hocha la tête. « Je suis habitué à toi et à monsieur Alexandre, et où que j'aille, je ne verrai plus Sophie. » Frédéric hocha encore une fois la tête, mais plus énergiquement. « Non, conclut-il, je préfère rester avec toi. Je me sens bien ici. »« Tu le sens? Tu en es sûre ?» s'écria Madame Bartolotti en jaillissant de son fauteuil à bascule. Elle ne semblait pas du tout fanée, et bien moins verdâtre tout à coup. Elle se leva, et Frédéric l'embrassa sur les 2 joues, dans le cou, sur le front et sur les oreilles. Elle l'embrassa partout où elle aperçut un bout de peau, puis le redéposa par terre en jubilant. Bon, il va falloir trouver un moyen de résister à ces forbans. Et je vous montre l'histoire de Frédéric et de Madame Bartolotti, qui se jettent dans les bras l'un de l'autre et qui se font un câlin. Écris-leur une lettre polie mais ferme en leur expliquant que je veux rester chez toi, proposa Frédéric. Ridicule, lança Sophie. Des gens qui écrivent de telles lettres. Et elle s'empara de la lettre bleue qui traînait sur la table pour la déchirer en 1000 morceaux. Des gens qui osent écrire des lettres pareilles ne se préoccupent pas de savoir ce que tu ressens, Frédéric. Elle a raison, approuva Madame Bartolotti. Il faut trouver quelque chose de plus retors. Le visage de Frédéric s'assombrit aussitôt. Peut-être, mais si ça m'oblige à faire quelque chose d'interdit, je ne pourrai pas vous aider. Tu sais bien, Sophie, qu'il m'est impossible de faire quelque chose d'interdit. Interdit, interdit, bougonna Madame Bartolotti, mais qu'est-ce que ça peut nous faire, ce que racontent ces imbéciles de l'usine? Vous, ça ne vous fait rien, soupira Frédéric. Mais moi, ils m'ont programmé pour que ça me fasse quelque chose. Madame Bartolotti alluma un gros cigare, tira 3 bouffées profondes et réussit 3 ronds de fumée. Elle pense, chuchota Frédéric. Ça y est, j'ai pensé, mon petit, déclara Madame Bartolotti en se levant comme mue par un ressort. Puis elle désigna sa chambre à coucher et ajouta « Frédéric, va voir là-bas si j'y suis. J'ai 2 mots à dire à Sophie. »« Mais pourquoi ?»« Pas de ni de pourquoi. Obéis à ta mère. Tu as appris à être obéissant et à respecter des interdits? Eh bien, nous avons à parler de choses que ne peuvent pas entendre les enfants respectueux des interdits. » Frédéric disparut dans la chambre à coucher et ferma la porte derrière lui. Madame Bartolotti se pencha vers Sophie et lui expliqua son plan à voix basse. Le visage de la petite fille s'illuminait peu à peu, et lorsque Madame Bartolotti se tut, elle s'écria « Super, je vous aide !» 1 heure à peine après la venue du facteur, Sophie se précipita chez elle en criant « Maman, maman, puis-je aider Madame Bartolotti à porter un de ses tapis chez le teinturier, s'il te plaît ?» Madame Lindemann commença par refuser. Elle avait projeté d'emmener Sophie chez le photographe car elle avait besoin d'une photo de sa fille pour l'anniversaire de sa tante Emma. « Nous pourrons aller demain chez le photographe, protesta Sophie. « S'il te plaît, maman, le tapis est si lourd que la pauvre Madame Bartolotti n'arrivera jamais à le porter toute seule. » « Et pourquoi Frédéric ne l'aide-t-il pas ?» demanda Madame Lindemann, qui resta une bonne minute, la bouche ouverte, en entendant sa fille lui répondre. « Frédéric ? Mais maman, il n'est plus là. » « Ah ? Et pourquoi ? » ?»« Ça, je n'en sais rien. Mais si je l'aide à porter son tapis, peut-être me le dira-t-elle. » Madame Lindemann était curieuse, comme tout un chacun. Le photographe voulait bien attendre le lendemain. Et il fallait bien que quelqu'un aide cette pauvre Madame Bartolotti à porter son tapis. « Va, mon enfant, dit enfin Madame Lindemann.
Mais ne pose pas de questions sur Frédéric. Sa disparition ne nous regarde pas. Sophie avait déjà presque atteint la porte lorsque sa mère ne put s'empêcher de faire remarquer. Il me semble pourtant l'avoir vu ce matin. Il est même parti avec toi à l'école. Tu te trompes, maman. Je suis partie avec Antoine. Et avant que Madame Lindemann ait pu répondre quoi que ce soit, Sophie s'était évaporée. Sophie monta l'escalier 4 à 4. Madame Bartolotti l'attendait devant sa porte et lui chuchota. « Allez, on se dépêche. Qui sait si ces affreux ne vont pas venir aujourd'hui ?» Elles regagnèrent la salle de séjour et prirent le tapis sous le fauteuil à bascule pour le transporter dans la chambre. Frédéric, sagement assis sur le bord de son lit, demanda « Ai-je de nouveau le droit d'entendre ?»« Tu as le droit de t'allonger sur ce tapis, » répondit Madame Bartolotti. Frédéric s'allongea donc sur le tapis et Madame Bartolotti l'y roula. Je vous montre l'image du tapis avec Frédéric dedans, dans le noir, là on ne le voit pas bien. Madame Bartolotti qui le roule et Sophie qui regarde. Puis elle prit une extrémité sous son bras et tandis que Sophie chargeait l'autre sur son épaule. « Ça va ? Tu peux respirer ?» demanda Sophie en ayant l'air de parler au tapis. « Oui, ça va, répondit une voix étouffée. Alors, c'est parti, lança Sophie. Mais ne marchez pas trop vite, sinon je vais être obligée de courir et Frédéric va attraper le mal de mer. Ok, répondit Madame Bartolotti. Elles quittèrent donc l'immeuble en marchant d'un même pas et descendirent la rue en direction de la teinturerie. C'est vrai qu'elles y vont sans Frédéric, murmura Madame Lindemann qui les observait de sa fenêtre. Puis elle courut chez sa voisine, Madame Munz, et lui confia. Figurez-vous que le Frédéric de la vieille Bartolotti s'est sauvé depuis plusieurs jours. Mais je l'ai encore vu ce matin en compagnie de... Erreur! C'était Antoine, affirma Madame Lindemann. La teinturerie était la boutique voisine de la pharmacie où officiait M. Alexandre. Sophie et Madame Bartolotti y entrèrent avec leur tapis. Bonjour, dit l'employé. Bonjour. Combien me coûterait le nettoyage de ce tapis demanda Madame Bartolotti. L'employé prit un bout de tapis, toucha la laine, observa la trame et répondit 400 francs. Trop cher, lança Sophie en adressant un clin d'œil à Madame Bartolotti. Excusez-nous de vous avoir dérangé, dit Madame Bartolotti qui ajouta en se tournant vers Sophie. Allez, mon enfant, on rentre à la maison. Mais au lieu de se diriger vers la sortie, elles traversèrent le magasin et foncèrent vers l'arrière-boutique dont la porte donnait dans l'escalier de l'immeuble. Où allez-vous demanda l'employé. Nous habitons la maison au 3e, répondit Sophie. Ce sera plus court. La jeune fille ne travaillait que depuis 3 semaines dans cette teinturerie et ne connaissait pas encore les habitants de l'immeuble. Aussi n'osa-t-elle rien dire. Elle leur ouvrit même la porte. Puis un client venant d'entrer dans la boutique, elle s'empressa de refermer. Et ne put donc pas voir que Madame Bartolotti et Sophie se dirigeaient non pas vers le 3e étage, mais vers les arrière-boutiques. L'arrière-boutique de la pharmacie. L'arrière-boutique de la pharmacie, c'était une enfilade de pièces successives. Madame Bartolotti dut carillonner un bon moment. Monsieur Alexandre était en train de vendre des médicaments. Il entendait bien la sonnette de l'arrière-boutique, mais se disait « Tant pis pour les gens qui sonnent, ils n'ont qu'à passer par devant, comme tout le monde. » Ce n'est que lorsque les coups de sonnette persistants commencèrent à lui poncer les nerfs qu'il finit par dire à sa cliente « Excusez-moi, chère madame, mais quelqu'un sonne à la porte de l'arrière-boutique. » Il traversa donc la première arrière-boutique, puis la seconde et enfin la 3e. En ouvrant la porte, il était bien décidé à dire son fait à qui osait sonner avec une pareille insistance. Il n'eut toutefois pas le temps d'émettre un son. À peine eut-il ouvert, Madame Bartolotti le poussa sur le côté et propulsa le tapis dans la pièce. Sophie la suivit en fermant la porte. Madame Bartolotti empila en hâte quelques cartons vides et des caisses de nourriture pour bébé afin de dérouler son tapis. « Que signifie cette invasion » demanda M. Alexandre avec ahurissement. « Il faut le cacher » lança Madame Bartolotti tout en déroulant son tapis. « Et pourquoi devrais-je le cacher chez moi? Le tapis de ta salle de séjour? Mais pas le tapis, Frédéric! Où est-il? » Je vous montre l'image. Monsieur Alexandre, Madame Bartolotti
Sophie, Frédéric qui sort déroulé de son tapis. Dans le tapis, évidemment. Bougre d'âne, soupira Madame Bartolotti en levant les yeux au ciel face à tant d'incompréhension. Lorsqu'elle eut fini de dérouler son tapis, Frédéric fit son apparition, l'air épuisé et affreusement poussiéreux. Le tapis de Madame Bartolotti aurait pour de bon eu besoin d'être nettoyé. « Assieds-toi, je t'explique tout, promit Madame Bartolotti à Monsieur Alexandre. « Mais, ma chère enfant, la pharmacie est pleine de monde. Jette-le dehors et ferme boutique. »« Non, c'est impossible, s'écria Sophie. Ce serait une erreur. On n'a pas le droit de fermer une pharmacie sans raison officielle. Les gens vont se poser trop de questions. » Cette petite Sophie est moins stupide que je ne le croyais, se dit Monsieur Alexandre. On entendait les clients protester dans la pharmacie. Une voix de femme domina subitement ce murmure de mécontentement. « Monsieur, je suis très pressé. Où donc êtes-vous passé ?» Monsieur Alexandre se rua dans sa boutique. « Si je ne peux pas lui parler ici, j'irai le faire là-bas, s'écria Madame Bartolotti. Elle s'empara alors d'une blouse blanche, suspendue à une patère, et l'enfila. Puis elle posa sur ses boucles blondes un bonnet qui traînait sur un carton. Frédéric, toujours assis sur son tapis, toussait comme un malheureux tant il avait avalé de poussière. Il essayait aussi de se débarbouiller tant bien que mal avec son mouchoir, son visage qui était noir de crasse. « Mais, ma chère enfant, ce n'est pas possible, chuchota Monsieur Alexandre en voyant son ami surgir à ses côtés. « Tout est possible, répliqua Madame Bartolotti, déguisée en pharmacienne. Elle récupéra un mortier et un pilon, et se mit à pilonner furieusement, comme si elle voulait broyer des cubes de granit. Puis, tandis que M. Alexandre déchiffrait les ordonnances délivrait des médicaments, encaissait et rendait la monnaie, elle lui souffla. « On nous a livré Frédéric par erreur. Ils veulent le reprendre. »« Pas question !» M. Alexandre réagit si vivement qu'il hurla cette réponse. Le monsieur qui venait de lui tendre son ordonnance demanda aussitôt d'un air inquiet. « Pourquoi donc ? Vous ne voulez pas me vendre ce médicament ? Mais c'est pour ma tension. »« Excusez-moi, dit M. Alexandre, et il ajouta en se tournant vers Mme Bartolotti. « As-tu payé quelque chose ?»« Non, répondit-elle, et elle lui révéla le contenu de la lettre bleue. Ses clients appréciaient d'ordinaire M. Alexandre pour son calme et son amabilité. Aussi furent-ils très étonnés ce jour-là de le voir jeter médicaments et monnaie sur le comptoir, sans même les saluer ou s'inquiéter de leur santé. Je vous montre l'image des clients de M. Alexandre dans la pharmacie. Lorsqu'une dame lui demanda la permission de se peser, il se contenta d'acquiescer d'un regard vague et d'un signe de la main. Lorsqu'un monsieur voulut savoir si le sirop qu'on lui avait prescrit pour la toux n'était pas trop amer, il ne daigna même pas répondre. Madame Bartolotti continuait à faire un raffut épouvantable avec son mortier pour mieux couvrir son récit. Elle conclut en demandant à M. Alexandre. « Alors, tu m'aides ?»« Évidemment !» s'écria M. Alexandre, juste au moment où une mère de famille essayait de lui extorquer un antibiotique sans avoir d'ordonnance. Elle se dit que M. Alexandre était décidément bien compréhensif ce jour-là. Madame Bartolotti reposa enfin son mortier sur une étagère en murmurant. « Je vais l'installer en haut. » Puis elle traversa les 2 premières arrière-boutiques pour aller rejoindre Sophie et Frédéric dans la 3e. « Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, leur lança-t-elle joyeusement. Un escalier en colimaçon menait au 1er étage et débouchait dans la salle de séjour de M. Alexandre. « Bouh, ce que c'est laid !» murmura Sophie en émergeant dans la pièce. Elle était en effet encombrée de vieux meubles, de lourds rideaux en velours élimé qui encadraient les fenêtres, et il y avait une nappe de soie noire à franges posée sur la table. « Maman, demanda Frédéric, que faisons-nous ici ?»« Nous ?» répondit Madame Bartolotti en désignant Sophie et elle-même. « Nous allons nous en aller. Toi, tu restes chez M. Alexandre. Il viendra te rejoindre dès qu'il aura fermé la pharmacie. »« Tu vas supporter de vivre dans un donjon pareil ?» demanda Sophie. « Un garçon de 7 ans doit savoir rester quelques heures seul, répondit courageusement Frédéric en se dirigeant droit vers une bibliothèque. Il prit sur un rayonnage un volume d'encyclopédie, celui allant de Glaucome à Kurdistan. Il y a encore quelques mots commençant par K dont j'ignore le sens, déclara-t-il, avant de s'asseoir dans un vieux fauteuil et de commencer sa lecture.
Madame Bartolotti et Sophie redescendirent l'escalier en colimaçon, roulèrent grossièrement le tapis et l'emportèrent. Sophie sonna à la porte de l'arrière-boutique de la teinturerie. « Que voulez-vous encore » demanda l'employé. « J'ai réfléchi, déclara Madame Bartolotti. Je vous le laisse. » Elle confia donc son tapis à la jeune fille et sortit avec Sophie par la porte du magasin. Cette fois, et le plus naturellement du monde, la jeune fille agrafa un numéro sur le tapis qu'elle déposa dans un coin en murmurant « Il y a des gens bizarres, décidément !» Lorsque Madame Bartolotti et Sophie sortèrent du magasin, Madame Lindemann était toujours postée à sa fenêtre. « Elles en ont mis du temps, » murmura-t-elle en les apercevant. Elle espéra que Sophie en aurait au moins profité pour apprendre quelque chose sur la disparition de Frédéric. En rentrant, Sophie expliqua à sa mère que le jeune garçon avait disparu depuis 3 jours, sans laisser de traces. Probablement était-il allé chez son père, son géniteur, un certain Auguste Bartolotti, dont personne ne savait où il habitait. Madame Bartolotti s'enferma chez elle et s'assit dans son fauteuil à bascule. Elle pensait si fort à Frédéric qu'elle ne réussit pas à se mettre au travail. Elle resta donc assise à fumer et à broyer du noir jusque vers 7 heures du soir. C'est alors qu'elle se leva brusquement, se rua dans la salle de bain et ôta tout fard qui lui couvrait le visage. Elle se noua sur la tête un foulard gris pour dissimuler ses cheveux blonds et fouilla dans sa penderie pour en extraire une veste en tricot grise que M. Alexandre lui avait offerte à Noël. Elle ne l'avait encore jamais mise car elle abhorrait le gris, mais cette fois elle l'enfila, se regarda dans une glace et conclut. « Ma chère enfant, te voilà maintenant aussi grisâtre et laide qu'un vieux pou. Toujours est-il que personne ne te reconnaîtra. » Et de fait, personne ne la reconnut. Dans le hall de l'immeuble, la concierge qui cancanait avec la laitière ne lui accorda même pas un regard. Madame Bartolotti descendit à la rue jusqu'à la pharmacie de M. Alexandre et croisa diverses personnes qui ne la reconnaissaient aucunement. Personne ne lui adressa de signe de tête. Même M. Alexandre la prit pour une étrangère lorsqu'elle sonna à la porte de son appartement. Il la dévisagea quelques secondes puis demanda « Que désirez-vous » Toutefois, lorsqu'il eut enfin constaté qu'il s'agissait de son ami, il s'écria subitement tout joyeux. « Ma chère enfant, tu me plais beaucoup aujourd'hui !» Évidemment, ironisa Madame Bartolotti, plus on ressemble à un vieux pou, plus on a de chances de te séduire. J'ai toujours préféré les poux aux oiseaux des îles. Tu le sais bien, répondit M. Alexandre en conduisant Madame Bartolotti dans la salle de séjour. Frédéric y était assis devant la table couverte de soie noire. Il compulsait divers dictionnaires et dit triomphalement. Maman, je viens d'apprendre 67 mots dont j'ignorais le sens. Papa a vérifié. Madame Bartolotti ferma tous les dictionnaires et les fit tomber par terre. Puis elle enleva la nappe de soie noire, car elle abhorrait également cette couleur, s'assit, posa les coudes sur la table et déclara « Bon, maintenant, je vais vous faire part de mon plan de bataille, que je trouve génial. » Monsieur Alexandre prit place dans un fauteuil et attendit la suite. Mais Frédéric aussitôt exprima son scepticisme en déclarant « Excuse-moi, maman, mais je crains que ton plan ne serve pas à grand-chose. Les gens de l'usine sont très forts et me retrouveront où que je me cache. Ils connaissent des milliers de ruses. »« Ils ne te trouveront pas, » décréta Madame Bartolotti. « Du moins, pas tout de suite. Et lorsqu'ils te trouveront, tu ne seras plus toi. » « Qu'est-ce que ça veut dire » déclara monsieur Alexandre en jaillissant de son fauteuil. « Rassieds-toi et écoute-moi, ordonna Madame Bartolotti. Monsieur Alexandre se rassit dans son fauteuil et son ami put poursuivre. Les circonstances extraordinaires nécessitent des moyens extraordinaires. Monsieur Alexandre et Frédéric approuvèrent d'un signe de tête. Or, s'écria Madame Bartolotti en ajoutant un index triomphant. Or, le service après-vente va venir chercher un enfant instantané, gentil, bien élevé, docile et obéissant. Monsieur Alexandre et Frédéric approuvèrent de nouveau. Donc, et cette fois Madame Bartolotti agita un index enthousiaste. Donc, nous devons modifier le produit afin que ces gens ne le reconnaissent pas. Tu veux teindre ses cheveux demanda Monsieur Alexandre. Idiot soupira Madame Bartolotti en levant les bras au ciel. Puis elle se tourna vers Frédéric en lui demandant quel est le contraire de gentil? Méchant. Et d'obéissant? Désobéissant. Et de calme? Bruyant. Et d'aimable? Désagréable. Et de docile? Indocile. Voilà
ce qu'il doit devenir, déclara Madame Bartolotti en s'adressant à nouveau à Monsieur Alexandre. Il doit changer pour qu'il ne le reconnaisse pas. Pas question, s'écria Monsieur Alexandre avec effroi. Alors tu veux qu'on nous le reprenne? Pas question, vociféra Monsieur Alexandre complètement bouleversé. Il faut donc changer la nature du produit. Tu crois vraiment, hasarda Monsieur Alexandre? J'en suis sûr. Je trouve ce plan excellent, déclara tout à coup Frédéric. Vraiment excellent. Hélas, maman, je crains d'être obligée de me conduire tel que j'ai été programmée. J'ai essayé de changer pour l'amour de Sophie, et j'ai échoué. Fadaise, lança Madame Bartolotti. J'en ai beaucoup parlé avec Sophie. Il est stupide de croire que tu ne peux pas changer. Ils ne t'ont pas programmé. Ils t'ont simplement bourré le crâne dans l'atelier de finition. Sophie va te laver la cervelle. Ils te l'ont farci de toutes sortes d'idioties qu'elle va te faire oublier. Tu crois vraiment que ça peut marcher, insista Frédéric. Nous allons essayer, dit pour conclure Madame Bartolotti, tout en prenant congé de son ami et de son fils, qu'elle embrassa 3 fois sur chaque joue, car elle risquait de ne pas le revoir avant un petit moment. Elle passa une nuit très agitée et fit d'épouvantables cauchemars. Elle rêva que 2 géants gris voulaient kidnapper Frédéric. Ils tentaient de leur échapper, mais ils parvenaient tout de même à s'emparer de lui. Le sol était en effet gluant et collé comme du chewing-gum. Frédéric ne parvenait pas à fuir, et lorsque Madame Bartolotti voulait s'élancer à son secours, ses semelles restaient collées au sol et lui interdisaient de bouger. Après avoir fait cet horrible cauchemar 10 fois de suite, elle décida de se lever. Elle enfila sa robe de chambre et alla dans la salle de bain. Il faisait encore nuit. Elle se peignit le visage avec le plus de couleurs possible, espérant ainsi retrouver au moins l'apparence de la gaieté. Puis elle se prépara une cafetière de café très fort, alluma un cigare, s'assit à sa table de cuisine et attendit. Elle vit dans l'encadrement de la fenêtre le ciel s'éclairer peu à peu. Les rues commençaient à s'animer lorsque le ciel rosit pour de bon. Les voitures se mirent à klaxonner, vrombir et à faire crisser leurs pneus dans les virages. Madame Bartolotti se recroquevillait chaque fois qu'elle entendait un bruit de pas sur son palier et poussait un soupir de soulagement dès qu'il s'éloignait. À la 7e tasse de café, un bruit de pas se fit de nouveau entendre, et, cette fois, ne s'éloigna pas. Au contraire, il cessa devant sa porte, et on sonna. Madame Bartolotti se serait volontiers précipitée dans un trou de souris ou sous la table, ou même derrière le réfrigérateur. Mais elle prit son courage à 2 mains, et se dit « Si je ne vais pas ouvrir, il reviendra. » L'homme sur le palier était maigre et minuscule. Il émergeait d'une combinaison bleu ciel et avait posé à côté de lui, sur le paillasson, une boîte de conserve avec un couvercle vissé. « Il compte bien traballer mon Frédéric là-dedans, se dit Madame Bartolotti. Je vous montre l'image. » Cette pensée la mit tellement en colère qu'elle en oublia son angoisse. « Vous désirez » demanda-t-elle. Elle dominait l'homme bleu ciel d'une bonne tête et lui lança un regard hostile. « Je viens récupérer ce qu'on vous a livré par erreur, » répondit le petit homme. « Désolé, mais votre livraison s'est enfuie il y a 3 jours et a disparu sans laisser de trace. Elle a dû aller faire un tour du côté de Tombouctou. » « Où ? Tombouctou. Il paraît que son père, du moins, celui mentionné sur la fiche d'état civil, vit dans les parages. » Le petit homme bleu ciel se dressa sur sa zergo sans pour autant grandir beaucoup et s'offusqua. « Vous auriez dû vous opposer à cette fugue. Cet enfant est la propriété de la société. » « M'y opposer, bougonna Madame Bartolotti, vous en êtes bien bonne. Vous m'envoyez un produit dont je n'avais aucune envie et vous osez venir m'échauffer les oreilles. Avez-vous prévenu la police ? » « Écoutez, monsieur le gnome bleuâtre. » Et Madame Bartolotti fit un pas menaçant. « Pourquoi voudriez-vous que j'avertisse la police de la disparition d'un être que je n'ai jamais souhaité avoir sous mon toit ? Et maintenant, vous allez me faire le plaisir de retourner d'où vous venez, bougre d'âne. » Le petit homme battit en retraite, récupéra sa boîte argentée et se précipita dans l'escalier en criant « Vous aurez de nos nouvelles. Ça ne se passera pas comme ça. » Madame Bartolotti referma sa porte, traversa son appartement et alla se poster à la fenêtre. Elle vit le petit homme quitter l'immeuble, sa grosse boîte de conserve sous le bras. Il monta dans une voiture bleu ciel.
elle aussi, et démarra sans demander son reste. « Mais ils vont revenir, ma chère enfant, se dit Madame Bartolotti. Ils vont revenir, ça, tu peux en être sûre. » L'après-midi, juste après l'école, Sophie Lindemann expliqua à sa mère qu'elle devait absolument rendre visite à son amie Annie Meyer. Annie, expliqua-t-elle, est nulle en arithmétique, si nulle que je lui ai promis d'aller lui expliquer comment on fait une division. C'est bien d'aider ses amis, fit Madame Lindemann, sans se douter de la supercherie. Il faut dire qu'Annie Meyer était effectivement nulle en arithmétique et que Sophie ne mentait presque jamais. Mais ne rentre pas trop tard, ajoutait sa mère avant qu'elle ne s'en aille. Je serai de retour vers 6h, 6h30, promit Sophie. Je rentre dès qu'Annie a compris. Frédéric avait passé la nuit dans le lit de M. Alexandre et le pharmacien avait dormi sur le canapé de la salle de séjour. Frédéric avait occupé sa matinée en apprenant les nouveaux mots. Il avait cette fois travaillé sur le tome Burgave, Dieu de l'encyclopédie. Puis il avait révisé des étapes de multiplication des 49 et des 63, 63 jusqu'à 49. 49, 63 fois 63, 49 fois 69. Monsieur Alexandre était monté de la pharmacie pour déjeuner et avait préparé une épaisse semoule parfumée à la cannelle et très sucrée qu'ils arrosèrent de jus de carotte vitaminé. Puis Monsieur Alexandre était redescendu à la pharmacie et Sophie s'était mise au travail. Frédéric, ce que je vais t'expliquer est très simple. En matière d'éducation, tout tourne autour d'un seul principe. Un enfant fait quelque chose de bien, on le félicite. Il fait quelque chose de mal, on le punit et on le gronde. Tu sais cela, n'est-ce pas? Donc, être sage égale félicitation, être pas sage égale punition. Tu comprends? Frédéric comprenait fort bien. Alors, pour te déprogrammer, on va faire l'inverse, poursuivit Sophie. Être pas sage égale félicitation, être sage égale punition. Frédéric comprenait toujours. Et comme ce désapprentissage doit être rapide, nous allons utiliser des moyens exceptionnels. Que nécessitent les circonstances exceptionnelles, l'interrompit Frédéric. Exactement. Et que dois-je faire? Cite-moi tous les gros mots que tu connais. Je n'en connais pas, dit Frédéric. Mais si, Florian t'en a suffisamment abreuvé pour que tu t'en souviennes, au moins quelques-uns. Oui, ajouta Frédéric en rougissant, je me souviens bien de quelques-uns, mais je n'ai pas le droit de les prononcer. De toutes les façons, même si j'essayais, ils resteraient bloqués dans la gorge. Alors, dis en alternance un mot aimable et un gros mot, proposa Sophie. Cher ami, commença Frédéric qui cria aussitôt « Aïe !» Sophie venait de le piquer cruellement avec une épingle. Cela faisait partie des méthodes de désapprentissage. Espèce de co. Mais impossible d'aller plus loin. Le mot restait coincé. Espèce de co. Recommence jusqu'à ce que tu arrives. Conne, réussit enfin à articuler Frédéric. Frédéric s'approcha de lui et l'embrassa sur la joue. Il rosit de plaisir. Allez, dit-elle, on alterne, cher ami et espèce de conne. Frédéric s'exécuta. À chaque cher ami, Sophie lui piquait le bras d'un coup d'épingle, et à chaque espèce de conne, elle l'embrassait sur la joue. 10 minutes plus tard, Frédéric refusait de dire cher ami et ne cessait de répéter espèce de conne, pour collectionner les baisers. Bravo, Frédéric, s'écria Sophie, tu apprends vite. Il dut alors subir son premier exercice d'application en présence de Sophie. Prendre le téléphone, composer un numéro au hasard, 463 84 00 par exemple. Allô, fit une voix au téléphone. Frédéric hésita, déglutit, une goutte de sueur perla à son front. Vas-y, souffla Sophie. Excusez-moi de vous déranger, commença Frédéric. Mais Sophie appuya la pointe de son aiguille sur le bout du nez de son ami. Frédéric ferma aussitôt les yeux, déglutit encore une fois, puis s'écria « Vieux con !» avant de raccrocher. Pour le récompenser, Sophie l'embrassa sur les deux joues en estimant qu'ils avaient assez travaillé pour aujourd'hui. Elle décida donc de jouer. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, dans cette leçon d'apprentissage ou de désapprentissage, de l'obéissance et de la politesse, la leçon que donne Sophie à Frédéric pour essayer d'éviter que les gens de l'usine ne viennent récupérer Frédéric. On lira la suite demain. Peut-être demain, ce sera le dernier épisode, ou peut-être il y en aura encore 2. Je ne sais pas encore. J'ai du mal à estimer par rapport au nombre de pages.
En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain pour le prochain épisode. Au revoir.